Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la 7e illusion. Je suis Sawyer, je suis votre hôte, le CEO de la 7e illusion. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'appelle maintenant. Je sais pas pourquoi. Mais je ne suis pas tout seul cette fois-ci. Je suis avec Hugo. Comment ça va? Mais ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien, ça va. On va parler aussi d'un film aujourd'hui qui était très attendu, un gros blockbuster cette fois-ci. Les gens l'ont vu dans le titre, Le Royaume de la planète des singes, Kingdom of a Planet of the Apes en VO. Et voilà, c'est une saga qui nous tient à cœur, plus ou moins. On a beaucoup de choses à dire, qui est quand même une très grosse saga. On parle du 10e opus de cette franchise, n'empêche. Mais de quoi ça nous parle? La planète des singes, le royaume de la planète des singes, eh bien c'est très simple. En gros, grosso modo, pour expliquer à peu près l'histoire du film, pour faire un petit recap de la planète des singes, on a eu donc 5 films, enfin le film original avec Charlton Heston qui est un classique, suivi de 4 suites après dans les années 70 notamment, parce que le film de Charlton Heston est sorti en 68 si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on a eu le film de Burton, qui est un remake, mais c'est un autre sujet, et une trilogie. Donc, alors j'ai mangé le nom du réalisateur du premier, je suis désolé, mais dont le 2 et le 3, donc Dawn et Rise et War of the Planet of the Apes. Et donc les deux derniers étaient réalisés par Matt Reeves, réalisateur qui a bossé sur Cloverfield et qui s'occupe maintenant de l'univers The Batman, dont le premier opus est sorti il y a 2 ans. Et pour le coup, avant qu'on parle même du film d'origine, etc., enfin du nouveau film d'aujourd'hui, etc., c'est quoi ton rapport à cette trilogie? Et est-ce que tu attendais ce film par rapport à cette trilogie? Parce que disons-le, ce film est du coup à la fois Kingdom of the Planet of the Apes et le démarrage d'une nouvelle trilogie, mais c'est aussi la suite de cette trilogie qui a été terminée en 2017. Ouais, bah, alors moi, mon rapport à La planète des singes, il se limite justement à cette, trilogie, assez, récente du coup, parce que j'ai pas vu le premier film avec, Charlton Heston, donc je me cantonne à la vision contemporaine et du coup, je n'attendais pas spécialement, voire pas du tout en fait, ce 4e opus, slash spin-off, slash, reboot de La planète des singes, parce que, j'ai beaucoup de mal à apprécier la trilogie, de Matt Reeves. Heu, Parce que, voilà, je lui reconnais des qualités, hein, bien évidemment, la qualité des effets spéciaux et tout et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais je trouve que c'est une saga qui m'a toujours ennuyé, en fait et je ne saurais pas, dire spécialement pourquoi. Je sais que c'est pas un grand argument critique, mais, j'ai jamais été très stimulé par cette saga, quand bien même techniquement, elle est à la hauteur des attentes que l'on a d'un tel, blockbuster. Et voilà et puis sinon je trouvais qu'il y avait, parfois quelques soucis d'écriture, dans certains films, notamment, hem, et bien le 2e, je n'ai plus son nom en tête, mais il me semble que c'est Rise of the Planet of the Apes. Je suis pas sûr, mais, C'est voilà, le 2, grosso c'est modo, ça, c'est ouais. pas une saga. OK. Donc, c'est pas une saga à laquelle je suis profondément attaché et en plus de ça, c'est réalisé par, Wes Ball, à qui l'on doit la trilogie de Labyrinthe, Et qui va dont s'occuper du live action Zelda aussi bientôt. oui, bah, j'ai pas hâte de voir ça. Mais, ouais, Wes Ball, j'ai pas du tout, d'accroche particulière avec son cinéma, dans le sens où la trilogie Labyrinthe, pour moi, ça se cantonne à, bah, du simple divertissement adolescent. Ça fait le taf parfois, mais, c'est pas non plus du grand cinéma. Donc voilà, c'est pas vraiment un film que j'attendais. Pour autant, bah, j'ai été très surpris. Eh bah ok, d'accord, bah on va un peu parler de notre rapport dans les grandes lignes à ce film. Mais d'abord, du coup, je vais donner un petit peu mon point de vue sur la saga pour le coup. Je trouve que, alors, j'ai vu un peu plus que toi, je pense, parce que donc moi j'en ai vu, en comptant celui-là, j'en ai vu 6. J'ai vu la trilogie enfin pas de Matrix parce qu'il en a fait que deux, il a fait les deux sur les trois. Mais j'ai vu donc cette dernière trilogie que je tiens pour être une très grande trilogie, tu vois, contrairement à toi. Faut vraiment être opposé aujourd'hui parce que je la tiens pour être une très grande trilogie de cette dernière décennie. Je trouve qu'elle raconte un truc sur l'humanité, sur la maltraitance animale, presque sur le racisme, hein, des fois sur le rapport entre les personnages, etc. Là où dans les années 70, on était plus sur une question de l'humanité qui courait à sa perte, moins un discours sur les singes en fait. C'était plus centré sur les humains pour le coup, qui est peut-être un truc sur lequel on pourra revenir avec ce nouvel opus.
Mais donc, moi, j'ai vu l'original avec Charlton Heston. J'ai vu, faut que je continue d'ailleurs. J'ai commencé donc les suites et donc j'ai vu le deuxième qui est pas dingue, hein, Le Secret de la planète des singes, mais qui a cependant des bonnes idées, notamment dans son dernier tiers. Il a plein de problèmes, mais je trouve que il est plutôt intéressant dans son discours. Je trouve vraiment que c'est un film très malade et pas un très bon film, mais je trouve qu'il a des idées. Mais avant qu'on se batte ou qu'on parle peut-être de Le Royaume de la planète des singes, de quoi ça parle? Quel est le sujet de ce film? Eh bien donc l'histoire se déroule 300 ans après La planète des singes suprématie. Si je dis bien, si je dis pas de conneries, c'est le titre français du dernier opus. Et donc l'histoire tourne autour de. Alors attention, je veux dire un truc avant. Il y aura une partie spoiler évidemment, mais on va se permettre de. Enfin, je sais pas. Je pense que tu seras d'accord avec moi. On va se permettre de spoiler la trilogie d'avant, même en partie nos spoil, non? Oui, oui. Oui, Oui, on on peut va se partir permettre. du principe que c'est une suite, donc Ouais, c'est le quatrième opus. Ils veulent en faire 9 apparemment. On en parlera aussi à la fin. Mais ouais, donc on voit donc la première scène, c'est la mort de César. Enfin, avec César qui est incinéré, machin et tout. Et donc, ça se déroule 300 ans après. On voit des communautés de singes, etc., dont un singe, Noah, qui est dans une tribu qui ont un rapport aux aigles. Je crois que c'est la tribu des aigles. Enfin, moi, je l'ai vu en VF, il l'appelle comme ça. Et donc, ce Noah, donc, avec ses amis, voilà, c'est le fils du chef de cette tribu, etc. Sauf que des événements vont mener à une assez grosse tragédie dans son village, ce qui va le pousser à partir à l'aventure pour, disons, retrouver des membres de sa famille ou des membres de sa tribu. Et il va lui arriver plein de péripéties, notamment avec peut-être des humains ou d'autres singes, etc. Et donc, ça va constituer tout ce premier film qui est censé démarrer une nouvelle trilogie. Je vais te laisser être le good cop, donc je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu as pensé dans les très grandes lignes de Le Royaume de la planète des singes? bah, disons que j'y allais, fortement à reculons et j'ai été, bah, agréablement surpris. D'abord parce que, Wes Ball n'est pas le mauvais réalisateur, que j'attendais, hein. C'est vrai qu'il a eu, une maîtrise de son outil qui est donc la motion capture et les effets spéciaux, remarquable, hein, parce que c'est vrai que c'est l'un des grands arguments, de la trilogie Matt Reeves, qui est la qualité de ses effets spéciaux et de sa motion capture qui, a renouvelé beaucoup de choses dans le cinéma contemporain, en particulier dans le cinéma qui s'axe autour du numérique. Donc, Wes Ball, il s'est parfaitement approprié cet outil pour en faire quelque chose de très fort, notamment dans la façon dont il construit son environnement, parce que je pense que les 3/4 de ce qu'on voit dans le film n'existe pas dans le réel, hein. Je pense que tout est entièrement numérique. Pour autant, bah, tout me paraît concret à l'image dans la façon dont c'est mis en scène et dont c'est filmé. C'est-à-dire que le sujet, ça reste quand même, des singes, hein, donc des individus simiesques et donc, bah, forcément, un singe, ça ne se déplace pas du tout comme un humain et pour autant, ils sont interprétés au travers, cet outil formidable qu'est la motion capture, par des humains. C'est-à-dire que, eh bah, il y a toute une question sur le rapport au jeu de l'acteur, qui intervient dans le sens où, l'acteur en fait, ben, supprime son propre corps puisque son corps n'apparaît pas du tout à l'image, pour le remplacer par, un corps entièrement numérique, donc entièrement fictif et je trouve que c'est assez remarquable la façon dont, les acteurs arrivent à jouer avec cet outil tout à fait numérique. Et puis, sinon, ben, dans la façon dont il met en scène ses décors et ben, je trouve qu'il y a une certaine verticalité dans les mouvements de caméra de Wes Ball qui donne un vrai sentiment de liberté à la caméra et ça, c'est un exercice qui pour moi est vraiment passionnant, surtout quand, encore une fois, on est dans un trop plein de numérique, quoi. C'est vraiment bienvenu et puis c'est assez bien mis en scène, enfin j'entends par là de façon assez intelligente donc, pour moi, j'ai vraiment cet aspect purement technique qui est très remarquable parce que je pense qu'on sera assez d'accord pour dire que sur le plan de l'écriture ou des choix narratifs qui ont été faits, il y a peut-être quelque chose à redire. Mais néanmoins, d'un point de vue purement technique, que ce soit au niveau du jeu ou de l'élaboration
des effets spéciaux, j'ai trouvé ça vraiment remarquable, surtout dans le paysage contemporain du blockbuster qui est en partie financé et produit par Disney, qui produit aussi ce film. Là, je trouve ça vraiment remarquable que Disney a enfin, via la Fox, produit un film d'une telle ampleur avec de ces bons effets spéciaux, quoi. En fait, je serais d'accord avec toi, tu vois, si c'était pas du nivellement par le bas, tu vois, parce que dire que ce film-là, c'est mieux que, tu vois, je sais pas, les 3 derniers Star Wars, bon, on va me tomber dessus parce que je dis que le 8 est pas dingue, mais c'est un peu un euphémisme, je trouve. Le fait est que, en fait, c'est très compliqué d'aborder ce film parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, notamment que ce soit au niveau de la technique comme au niveau du narratif. Mais en fait, je trouve que déjà, en fait, moi, ce qui me passionnait, en fait, je trouve que, tu vois, les fleurs qu'on jette à la saga à la trilogie précédente, c'était son niveau technique. C'est vrai qu'ils étaient dingues au niveau technique, mais je trouve que la saga n'est rien si elle n'a pas une vraie structure narrative solide derrière et un vrai discours, en fait, sur ce qu'elle a à dire sur l'humanité, sur les singes, sur est-ce qu'ils peuvent coexister, etc. Et en fait, pour la première fois, j'ai l'impression, dans toute la saga, hein, et même le 2 que j'ai trouvé assez mauvais, j'ai l'impression que la saga n'a rien à dire en fait sur l'humanité, n'a aucun discours, ne sait rien dire, tourne en rond. Et je trouve que c'est le premier opus qui est réellement creux en fait de toute la saga. C'est-à-dire que je le trouve super vite, quoi. Il est vraiment. Et en plus, au-delà de ça, je trouve que au niveau narratif, je peux comprendre qu'on s'attache à ces personnages et on reviendra après sur la technique. Je pense qu'on lui dira tout un passage que je trouve très bien. Je la trouve très louable. Je trouve pas ça moche, mais par contre, j'ai quelque chose à redire là-dessus, d'un peu spécifique dont j'en ai parlé avec d'autres gens qui aimaient pas trop le film et ils étaient assez d'accord avec moi sur ce point-là. Mais pour en revenir aux personnages, moi je comprends qu'on puisse apprécier les personnages, mais je trouve que ils sont très creux et c'est vraiment des personnages. On parlera aussi de la notion de teen movie, mais c'est des personnages presque adolescents en fait. Je trouve que ils font très teen, ils ont pas beaucoup de personnalité et quand ils en ont en fait, je trouve que les shifts entre les personnages, leur switch, etc., leur manière d'évoluer est très creuse. On parlera du personnage humain aussi, mais je trouve il a un gros problème de changement de personnalité à peu près au milieu du film. Et je trouve que tous les personnages sont très creux, sont un peu des échos d'eux-mêmes. On va pas se mentir, tu vois, le orang-outan, ils nous le foutent parce qu'il y avait Maurice dans le film d'avant et il fallait un orang-outan un peu sage, et donc ils l'ont remplacé. Et du coup, tout fait artificiel, tout fait creux, je vois les ficelles, donc j'arrive pas vraiment apprécié. Je passe pas un mauvais moment. Je trouve que c'est un blockbuster qui est assez honorable, mais je trouve que globalement c'est un gros échec et c'est le premier film Planète des Singes que je vois, mais qui est vraiment vide, quoi. Je te rejoins sur certains points, mais pas forcément sur d'autres. Par exemple, tu as dit un truc qui, moi, m'intéresse, comme quoi, pour toi, le film ne dirait rien sur l'humanité. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que le film dit, au contraire, quelque chose sur l'humanité, sans mettre l'humanité dans son discours. C'est-à-dire que, l'humain est, grosso modo, hormis, 1 ou 2 exceptions, totalement absent de ce récit-là. Cependant, il nous raconte quand même quelque chose sur l'humanité puisque justement tout le film tient sur, l'héritage de l'humain et comment, les singes s'approprient cet héritage pour bâtir leur nouvelle civilisation, leur nouveau royaume. Donc, on a aussi ce personnage qui est donc, Proximus César qui est, le penchant négatif, un peu le némésis du César de la trilogie, d'avant. Alors c'est un personnage qui a du bon, mais qui a aussi du mauvais. C'est-à-dire que je vois dans ce personnage la possibilité de faire quelque chose de vraiment grand par rapport à ce discours-là sur l'humanité. Comme quoi, en fait, il reproduit les erreurs de l'humain en voulant s'approprier trop vite les technologies et cetera pour, pousser son évolution à l'extrême. Je pense qu'il y a aussi ce discours du film qui montre que l'évolution du singe est un peu, je dirais pas anti-naturelle, mais contre-naturel plutôt, dans le sens où ils veulent s'approprier trop vite des techniques, techniquement comme les armes à feu et cetera que l'on voit et qui ont une part importante dans ce film-là. Donc il y a un peu ce discours non pas sur l'humanité, mais plus sur son évolution par le prisme du singe, qui moi je trouve intéressant. Cependant, le personnage de Proximus César, il est un peu, comme tu l'as dit avec cet orang-outan-là, un personnage, qui est un antagoniste, Kleenex, comme, Disney sait très bien les faire. C'est-à-dire un méchant qui est là pour un film, peut-être qu'il reviendra dans un deuxième d'ailleurs, hein, la porte n'est pas fermée, mais
c'est-à-dire qu'on va juste le mettre pour, un film, donc on va pas lui accorder beaucoup d'enjeux, on va pas lui donner beaucoup d'importance, on va pas aussi, l'approfondir et c'est aussi peut-être un personnage qui manque de profondeur. C'est-à-dire que, bien que j'y vois une place importante dans son discours par rapport au récit, bah, je trouve qu'il y a quand même une certaine façon assez caricaturale de le traiter parce que, ben, au bout de 2h30, faut qu'on ait conclu l'histoire de ce personnage, du moins, en partie. Donc c'est un peu ça, c'est un Kleenex en fait, hein. C'est-à-dire que, on le met, on s'en sert et puis on s'en débarrasse à la toute fin de film. Pareil pour cet orang-outan-là. Cependant, toi, tu es revenu aussi sur le personnage de Koba et je trouve que par rapport à César, bah, c'est un personnage qui, moi, heu, me permet de m'attacher à lui. C'est-à-dire que César avait un potentiel narratif et dramaturgique, très important, qui avait aussi toute une symbolique dans le discours de la trilogie de Matt Reeves, mais pour autant, j'avais du mal à m'attacher à lui et c'est peut-être aussi pour ça que je m'ennuyais un peu d'ailleurs. Heu Là, pour l'instant, j'ai l'impression que Noah, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'a pas grande d'importance dans son récit. Non pas qu'il ne serve à rien, mais c'est juste qu'il ne sert juste à ouvrir et à clôturer un récit qui, au final, n'a pas beaucoup d'importance puisque le but de ce film est malheureusement, on en parlera peut-être, d'ouvrir vers une nouvelle saga. Mais pour autant, bah, ce personnage, il me paraît fort sympathique parce que j'arrive à m'attacher à lui, notamment grâce au rapport qu'il entretient avec, son père, sa famille, les autres personnages et cetera. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très empathique avec ce personnage qui fonctionne très bien, sans pour autant tomber dans le teen movie. Parce que pour moi, c'est pas du tout un teen movie, quoi. Il y en a ni les codes, ni l'esthétique. Donc voilà, je sais pas toi ce que tu en penses, pourquoi tu qualifies ce film-là de teen movie? Mais non, moi je ne vois absolument pas de teen movie là-dedans. Ah, c'est le moment où on va me tomber dessus parce que j'ai dit que c'était un teen movie, je le connais. Non, honnêtement, peut-être que j'étais un peu dur en disant teen movie. Le truc, c'est que bah, peut-être que on en parlera peut-être après avec un invité mystère à la fin de l'épisode. Mais en fait, le vrai problème que je trouve à ce film, c'est que déjà, je trouve que le début passe bien, mais le film est hyper programmatique en fait. Je trouve qu'il a un énorme problème de ton, il a un énorme problème de rythme. Je trouve que en plus, il raconte pas grand-chose pour un film qui dure 2h30. Je le trouve interminable. En plus, il est long, quoi. Enfin vraiment. Et en fait, le vrai truc, c'est que je pense que je pourrais lui pardonner beaucoup de choses si il essayait de proposer un nouveau truc ou un truc original au sein de sa saga ou au sein plus largement, tu vois. Et même largement, je trouve qu'il propose pas grand-chose. En fait, il reste dans les moyennes du blockbuster actuel. Tu vois toutes les ficelles, tu vois toutes les cordes, tu vois comment tout va se dérouler. Et au final, moi, ce que j'appelle teen movie aussi, c'est un peu méprisant, mais c'est les personnages qui sont très avec une face, tu vois, qui sont avec un côté, etc. Et il a vraiment, je trouve qu'il est vraiment manichéen. Et il a un très gros, enfin, notamment Noah, je trouve, il a vraiment un très gros problème de développement de personnage. Et le seul personnage qui est pas si manichéen que ça, c'est l'humaine. Et elle a un gros problème dont on parlera en spoiler. Mais ouais, en fait, je trouve que les personnages sont très creux, c'est très programmatique. Et donc, pour moi, c'est un peu, tu vois, j'ai pas vu les films Labyrinthe, mais tu vois, je vois ce qui pourrait rappeler du Hunger Games, tu vois, je vois ce qui pourrait rappeler des films comme ça ou du Narnia, tu vois. Et ça me pose problème que La Planète des Singes, qui est une grande saga, tu vois, soit un peu réduit à ça. Ça me pose un peu problème. Et peut-être qu'on peut parler un peu des effets spéciaux et des effets numériques avant de participer en partie spoil. Ouais, bah, du coup, bah, les effets spéciaux, j'ai envie de dire, c'est à la hauteur de tout ce qu'on avait fait, bah, sur la première saga, enfin, sur les 2 derniers, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très organique dans la conception de ces singes, hein, qui sont entièrement virtuels. C'est-à-dire qu'on les voit, dans chaque micro détail, dans chaque pore de peau, chaque, les éléments où ils salivent, où ils se prennent des coups et du coup ils saignent. Je trouve qu'il y a un rapport très organique là-dedans, qui fait que l'artificialité du numérique, que parfois je ressentais d'ailleurs devant la Planète des singes, hem, la première trilogie, bah, ici, j'en suis totalement débarrassé. C'est-à-dire que, quand je voyais les premiers, notamment le premier film de cette trilogie, bah, j'avais du mal à m'identifier à ces personnages sur le plan, émotionnel parce que justement je voyais l'artifice. Je voyais que
les acteurs humains, notamment James Franco dans le premier film, côtoyaient des entités numériques et je trouvais qu'il y avait une sorte de dissonance entre les deux formes visuelles qui ne marchaient pas. Or là, dans ce quatrième film, puisque quasiment tout est numérique, bah, ça uniforme un peu le projet et je trouve ça assez positif en fait parce que, bah, du coup, il y a rien qui fait tâche. Tu as pas, l'esthétique du réel et puis l'esthétique du virtuel qui viennent se confronter et essayer tant bien que mal de s'amalgamer. Sinon, et en plus de ça, bah, il est très bien fait, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment bien. Après, on va pas faire du nivellement par le bas en disant que voilà, c'est mieux que tel ou tel blockbuster. Et puis, de toute façon, ça n'a aucun intérêt critique de faire ça. Mais seulement, quand on C'est mieux que compare The à Flash. tout le paysage de ah bah oui, oui, oh putain. Mais quand on compare au reste du paysage cinématographique, bah, ça reste quand même très à la hauteur en fait. C'est pas que c'est mieux, c'est juste que c'est ce qu'on est censé avoir d'un blockbuster qui coûte plusieurs centaines de millions d'euros. Enfin, je n'ai pas le budget de ce film en tête, mais je me doute que ça doit taper aux alentours des 100 millions. Et un film qui coûte 100 millions, bah, pour moi, ça doit avoir des effets spéciaux parfaits et c'est pas c'est juste qu'on est tellement habitué à manger n'importe quoi, notamment avec Marvel et autres programmes Disney, que quand un blockbuster a de bons effets spéciaux et que c'est normal parce que c'est les effets spéciaux qu'on est censé avoir avec un tel prix, ben on est souvent amené à se dire que c'est mieux que le reste. Or c'est juste T'as ce qu'on 160 attend millions de de base budget, hein. d'un tel blockbuster, quoi. Ouais, donc c'est quand même conséquent, hein, 160 millions, c'est pas un petit film, quoi, loin de là. Ouais, ça. Ouais, c'est même à titre de comparaison, il y a des blockbusters qui sont beaucoup moins chers, même au niveau du blockbuster. C'est quand même assez conséquent pour le coup. Mais c'est vrai que quand tu vois, même si je peux dire un point positif au film, c'est bon, encore une fois, c'est nivellement par le bas, mais putain, quand tu vois les Marvel qui ont genre un budget de 200 millions de dollars ou un truc comme ça, qui sont pas foutus de faire des effets spéciaux corrects, c'est chaud, quoi, tu vois. Enfin, mais ouais, Bah c'est ouais, de très fou. compliqué. Mais bah en fait, tu vois rapidement, je vais venir sur les effets spéciaux. Je les trouve très beaux, je les trouve même plus beaux que ceux d'avant. Mais en fait, j'ai un problème avec, c'est que l'esthétique du film me dérange un peu. Et donc le gros problème en fait avec tout ce truc, c'est que vu que l'esthétique est un peu trop propre, un peu trop clean, un peu trop Disney, un peu trop sage, tu vois, presque une esthétique teen, c'est ce que je dis, hein. C'est ce que je dis de temps en temps, tu vois, c'est un peu le problème. Vu qu'on a un gros problème à ce niveau-là, et bah en fait je trouve que ça fait fake. Et des fois ça fait un peu fake. Alors des fois ça rend bien, genre je trouve que le climax du film rappelle à fond Avatar 2. Je trouve le climax, on en parlera en spoil, mais c'est vraiment pour moi c'est vraiment la voie de l'eau, hein. Le climax final enfin il y a de la ref à Mad Max Fury Road, il y a de la ref à Avatar 2 pour moi, il y a de la ref à du Spielberg aussi, c'est ce qu'on disait avec Jus en privé, mais ouais, il y a un peu de ça partout, mais le problème c'est que du coup ça peut me rappeler parfois un live action Disney dans la technique, hein. Et je trouve les live action Disney très beaux, hein. Le Roi Lion est assez beau, mais je trouve que c'est un film horrible, mais visuellement je le trouve pas mal. Et du coup le film est pas Oh mal, là là. mais je trouve qu'il fait. Non, mais c'est même pas méchant en fait ce que je dis. C'est que le truc c'est que je trouve que visuellement il me rappelle un live action Disney. Et du coup vu qu'il fait moins crade, il fait moins authentique, et je trouve que le film fait plus propre sur lui. Je trouve il fait moins réel et j'ai un peu du mal à y croire. Mais je chipote parce que franchement, les effets spéciaux sont vraiment pas mal. Mais voilà, ça c'est pour la partie technique. Si tu veux, à moins que tu aies quelque chose à dire en no spoil, on peut passer en partie spoil, hein. Ouais, bah on va passer en partie spoiler. Je pense que de toute façon, on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire Ouais. sans approfondir dans le spoiler, donc on va y aller. Ouais, bah allez, let's go. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu des humains? Parce que moi, c'est mon gros problème avec le film, c'est que je trouve que c'est notamment assez incohérent au niveau de tout ce qui tourne autour des humains. Je trouve ça assez incohérent et ça me pose un peu problème dans le lore de la planète des singes, je trouve. Bah vas-y, développe, hein. Ouais, ok. Bah du coup, bah je te laisserai rebondir après là-dessus. Mais tu vois, le fait qu'on nous présente des humains qui sont primitifs, qui sont pas évolués comme dans le premier de Charlton Heston, hein, en fin de compte, et qu'après on nous fout à la fin du film en climax, parce que tout le film, c'est ça qui me gêne un peu. Il y a un peu une bande-annonce, c'est là pour teaser la suite aussi, et ça me frustre un peu parce que je trouve que le premier Planète des singes, pas réalisé par Matt Reeves, là, lui arrivait quand même à bien poser les bases sans que ça fasse forcer. Et donc le gros problème, c'est que bah là en fait je trouve que c'est assez incohérent. Je comprends pas trop d'où sortent ces humains, qu'est-ce qu'ils font, et je comprends pas trop dans quelle direction va la saga.
Et donc, ça me pose un gros problème. Mais après, on parlera de l'humaine, mais que je trouve être un des pires personnages de la franchise. Mais moi, j'ai un gros problème avec les humains à ce niveau-là. Ouais, alors en grosso modo, le film nous montre, 2 types d'humains, ceux qui ont, toujours cette grippe, simienne et qui du coup sont dépourvus d'intelligence et puis tu en as d'autres qui apparaissent du coup dans ce film et qui sortent tout droit d'un bunker, un peu sortis d'un chapeau magique finalement, en te disant que: «Ah, il reste des humains intelligents, bon, bah, pourquoi pas?» Sachant que, bah, je pense que ces humains intelligents n'apparaissent pas dans le tout premier film de la planète des singes. Donc, il y aura bien un moment où cette nouvelle trilogie va devoir s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. On peut imaginer, dans ce cas, Et une faire une le lien nouvelle avec le guerre. film de Charlton Heston aussi. Ouais, aussi, du coup. Mais, du coup, ouais, c'est vrai que bon, que les premiers humains qui sont retenus à un état primitif, un peu préhistorique, bon, ça m'apparaît un peu logique et cetera. Pour autant, je suis assez d'accord, le fait qu'on nous sorte des humains comme ça tout droit sortis d'un bunker, en plus avec cette fin qui ouvre clairement, à une suite, mais tu sais pas trop sur quoi ils vont ouvrir. Est-ce qu'ils vont aller vers l'espace avec ce plan sur le télescope, J'y ai pensé aussi, où, ouais. Noah du coup, montre? Est-ce que ça va aller vers là? Est-ce que ça ouvre plusieurs pistes en fait et on voit qu'ils ils n'ont manifestement pas préparé la suite. Ils savent pas ce qu'ils veulent faire, donc ils ouvrent plusieurs portes et puis on verra bien, laquelle ils prendront pour le prochain film. Mais du coup, ouais, le rapport à l'humanité, bah, comme je disais en partie non spoiler finalement, il est intéressant quand l'humanité n'est pas là. C'est-à-dire que le film cherche malgré tout à forcer l'entrée de l'humain dans son récit, alors que, je pense que tu seras d'accord, le film aurait très bien tenu sans qu'il y ait aucun humain dedans, hein. Ça aurait pu juste Oui, être un oui. un combat entre 2 types de singes, ce serait très bien aussi, hein, et d'ailleurs ça va pas plus loin que ça, même avec les humains, donc voilà. Mais du coup, on sent qu'il a voulu forcer l'apparition de l'humain peut-être pour, et ben, quand même, on va dire une sorte de forçage de la part des studios qui se sont dit: «Bon, bah, faudrait quand même qu'on mette des humains dedans parce que sinon le public il va être perdu et puis quand même c'est la planète des singes, l'humain a une place importante dedans», donc bon, bref, je sais pas ce qui a légitimé ce choix mais je le trouvais pas nécessaire et en particulier avec, ben, cette humaine qui est donc, Mae, il me semble, qui, Ouais, ouais, est ça, un mais ouais. personnage aussi un peu Kleenex. C'est-à-dire que là, je te rejoins complètement sur le fait que c'est un film un peu bande annonce qui tease quelque chose de bien plus grand, un peu à la star finalement du 1er de la trilogie précédente avec, James Franco, qui finalement était pas un bon film, mais qui Je annonçait suis quelque tellement pas chose qui d'accord. allait prendre de l'ampleur. Bah, pour moi si, vraiment mais c'est pas le débat. Mais ça Parce que je trouve que annonçait quand même quelque chose le qui rapport, tu vois, entre James Franco est vachement plus fort que le développement de l'humaine ici, que je trouve vraiment creux, tu ah oui peut-être, mais il a d'autres défauts ce film. Mais, vois. Ouais. mais je trouve que ouais, justement, je me suis perdu maintenant, mais, Ah, pardon. ça teasait une sorte de grandeur dans la suite, en fait, le film de James Franco. Ici, Oui, bah, ouais. ça tease pas grand-chose de très grand et du coup, ben, la place de cette humaine, bah, elle me paraît un peu gratuite. D'autant plus que, on essaye d'injecter quelque chose d'un peu mystérieux quant à l'origine d'elle et de sa tribu, donc celle du bunker et au final, je suis pas sûr que ce soit intéressant à exploiter, surtout qu'en fait, le film en lui-même, bah, ne l'exploite pas et fait juste ouvrir la porte. Donc je pense que c'est assez problématique là-dessus, la planète des singes et c'est aussi ma limite concernant ce film. Ouais, bah, je comprends totalement pour le coup, ce rapport, et je suis assez d'accord, je suis assez en accord. Je pense qu'on a un peu tout dit. Moi, je trouve que, par exemple, j'ai un vrai problème avec le personnage de May, justement, parce que je trouve que j'avais pas vu alors, je crois que le terme, c'est Marissou, hein, depuis Rey Skywalker. Je trouve que la meuf, elle sait tout faire, elle sort de tout, elle est trop forte. Tu vois, par exemple, les meufs et les mecs qui sortent du truc, ils ont des grosses combinaisons de masques à gaz. Elle en a pas besoin. Je sais pas pourquoi, elle est pas touchée par le Oui. virus. Bon, ok. Il y a un gros, en fait, la meuf, c'est Ellie, tu vois, c'est The Last of Us, quoi. J'ai un gros problème avec ça, tu vois. J'ai fait la vanne à ma famille parce que c'est un vrai problème. Je trouve que, oui, aussi, on n'a pas parlé, mais la poupée aussi, qui est aussi un peu une ref un peu gratos à l'original, que je trouve un peu lourdeau. Mais voilà, je pense que j'ai beaucoup dit. Pour conclure, après, je te laisserai donner ton Ouais. avis à l'emporte-pièce pour conclure. Je trouve que c'est
pas un mauvais film, c'est pas un film honteux, mais je trouve que ça aurait pu être tellement plus fort et qu'il est très 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 en dessous de la trilogie originale. Et que si toute la trilogie est à ce niveau-là, je vais clairement regretter les précédents. Ouais, bah moi je suis un peu à l'inverse de toi, je pense que ça avance du bon pour la suite, dans le sens où, voilà, ce film, c'est une grande bande-annonce qui a ouvert plein de portes, et la suite ne pourra pas se contenter de ça, c'est sûr et certain. Elle aura des choses à explorer, peut-être des choses intéressantes, peut-être pas, ça dépendra des choix qu'ils feront, mais je trouve que forcément ça ouvre à quelque chose de mieux dans tous les cas. Mais après, c'est vrai que c'est un peu cet effet bande-annonce, mais un effet bande-annonce qui, moi, à mes yeux, me paraît un peu agréable. C'est-à-dire que bon, je passe 2h30 dans une salle de cinéma, c'est un peu conséquent quand même. Pour autant, bah, y a des bonnes scènes d'action, il y a du divertissement brut, et c'est assez rare d'ailleurs dans le schéma du blockbuster contemporain. Il y a certains D'accord. moments même assez gratuits, hein, notamment le climax où en fait c'est très gros, mais en fait ça passe. C'est ça, c'est bon, on va ensevelir sous un bunker, enfin on va comment dire, on va inonder un bunker avec l'eau. C'est tellement over the top, mais en même temps, ça permet un bon moment de divertissement brut, ça amène de grandes scènes d'action aussi. Donc voilà, moi je vois pas ça comme un grand film, loin de là, mais je trouve que c'est un bon film de divertissement, que ça se prend comme tel et que c'est très sympathique. Eh ben écoute, je pense qu'on va pouvoir un peu conclure, mais avant de conclure, s'il veut bien nous rejoindre, nous avons Jules Melon qui nous écoute depuis le début de cette émission. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opus? Est-ce que tu es plus Team Proximus ou Team Koba? Nous, on le sait, Koba dans nos cœurs, on t'aime Koba. Ouais, je vous écoute depuis le début et je suis assez dans une profonde réflexion en fait. Non, je plaisante. C'est pas non plus le film où on va réfléchir pendant des heures. Quoique sur Blue et compagnie avec Adam l'autre jour, on a quand même cité du philosophe et tout, mais Ah non, mais plus jamais ça. J'ai écouté l'émission, je me suis dit, mais où ils partent, quoi, c'est terrible. ah ouais, ouais voilà. Team Baudrillard. Non, plus sérieusement sur bon, moi le film, je le rejoins plutôt. Je suis plutôt Team Hugo ici, hein. Du coup, moi j'ai plutôt bien apprécié. Après, je n'attendais rien du film. Je suis là, je l'ai vu, c'est sympa, tout ça, mais je trouve qu'il y a une vraie sincérité. Alors, entre guillemets, vous voyez, je mets des guillemets, hein, pour du Disney, je trouve que c'est bien fait sur les effets. On sent les effets spéciaux, on sent quand même les émotions des personnages singes, notamment Noah et tout. Il y a tout un build-up avec ses amis autour des aigles, etc. Moi, je trouve que c'est assez dépaysant. On prend le temps de bien présenter le clan et leurs rituels. Et ça, des films, on va dire, blockbuster, Disney, machin, il n'y en a pas beaucoup qui le font non plus. Et c'est vraiment l'introduction d'une nouvelle saga, enfin d'une nouvelle trilogie, on va dire, ça se sent. Alors évidemment, il y a les défauts qui vont avec, mais comme le premier avec James Franco, hein, qui est de loin le plus faible des trois de la trilogie. En plus, ça va aller trop vite dans le time-lapse avec l'évolution, la maladie du père et César qui grandit à côté. Finalement, il aurait fallu peut-être plus de temps pour le premier film, d'ailleurs, de la trilogie d'avant, mais bon, passons. Là, évidemment, c'est l'inverse. Le film plutôt déroule tranquillement les choses. Et je rejoins Hugo sur le fait que c'est une civilisation singe qui va reprendre un peu les erreurs, enfin la même évolution que les humains avant, hein. C'est ça qui nous est dit. Donc les singes vont petit à petit refaire les mêmes erreurs que les humains. Et donc voir des communautés qui s'affrontent comme ça, qui sont des guéguerres de pouvoir et de puissance, c'est assez logique en fait. Ça paraît plus aseptisé aussi dans le design parce que c'est plus disneyfié, certes, mais il y a aussi le fait que ils vivent tranquillement en harmonie avec la nature au début, etc. Il n'y a plus les humains, donc c'est moins sombre que le précédent. Vous aviez quand même le gros militaire, le colonel machin. Là, forcément que l'ambiance a été plus sombre. C'était la guerre. Donc il y a une logique aussi d'aseptisation, d'apaisement. C'est un apaisement de ce monde, mais un faux apaisement, puisque à côté, vous avez les méchants singes qui commencent à faire les mêmes erreurs que les humains. Et après, pour revenir sur le personnage humain, alors il y en a un qui vous en avez même pas parlé d'ailleurs, le personnage de William H. Macy, là, l'humain qui a lu des livres sur l'Empire romain à César. Bon, ça, c'est un peu maladroit, c'était pas la peine. Il est tellement anecdotique aussi, il est tellement pas développé que. Ouais, c'est surtout qu'il est tué. Alors, il est tué très vite. Après, on en revient à May. Alors, May, le côté personnage parfait, etc., ça se comprend à la fin. Elle vient d'un bunker, c'est une mercenaire qui a été entraînée, hein,
pour s'infiltrer, elle le dit elle-même, c'est quelqu'un de patient, elle a passé des mois à faire semblant d'être une sauvage, etc. Mais c'est faux. Donc elle a préparé son truc, elle a été envoyée, c'est une militaire, hein, pour faire simple, grosso modo, quoi. Donc c'est pas si anodin que cela qu'elle soit très forte, mais elle a aussi cette faiblesse justement d'humaine, dans le sens où on sent que c'est une tueuse. Et clairement, le fait qu'elle tue l'humain là de sang-froid, et à la fin, elle est à deux doigts de se dire si elle va tuer Noah ou pas. Et elle a ce dilemme, c'est-à-dire qu'à la fin, peut-être que sa mission, c'était de tuer tous les singes qu'il avait rencontrés, et qui savaient qu'elle parle, etc. Mais elle l'a pas fait parce qu'elle se dit, voilà, c'est pas ce qu'on m'a inculqué, elle aussi, par rapport à son éducation, elle va se rendre compte qu'il y a des singes qui sont bien. Donc il y a tout un truc qui va être développé après, bien sûr. Et l'idée du bunker à la fin, c'est pas vraiment sorti du chapeau non plus. La poupée, la référence au premier Planète des singes, ça c'est sorti du chapeau parce que c'est pas censé se dérouler près de New York là normalement. Mais bon, passons. Parce que à la fin, bon, on va pas dire ce qui se passe à la fin de la Planète des singes de 1968, sinon Hugo va être spoilé. Mais bon, c'est un peu évident quand même. Mais là, le bunker, c'est pas si. Les États-Unis, c'est grand. Il y a eu cette tragédie, tout ça. Il y a forcément des militaires et des gens qui se sont cachés dans des souterrains et des bunkers qui ont été épargnés par la grippe simienne, hein, qui, en gros, si elle ne tue pas les humains sur Terre, elle les fait régresser. C'est pour ça qu'ils ne parlent plus et qu'ils sont à l'état de hordes sauvages, etc. À l'image de Spielberg, il se déplace en troupeau, hein, parce que oui, il y a des références à Jurassic Park ou Le Monde Perdu un peu partout dans le film. Mais bon, peu importe. West Ball aime beaucoup Spielberg, ça se sent. Mais du coup, le côté bunker et des humains qui sont organisés depuis 300 ans en attendant de pouvoir récupérer une clé pour rétablir l'énergie, c'est pas si illogique que ça. C'est pas si illogique que ça. C'est juste que dans les 3 films d'avant, on s'est pas concentré sur ça. On s'est concentré sur des militaires et des gens qui se battaient sur le terrain. Et c'est pas exclu qu'il y ait des communautés et tout qui se soient préparées dans les sous-sols pour la suite. Donc, à la fin, quand on remet les satellites et tout, alors, c'est vrai que le côté bunker inondé et tout, mais là aussi, c'est un plan. Ça paraît très facile à la fin. Et parce qu'elle a tout un plan, en fait, ça va trop vite. La fin, elle va trop vite parce que on se met trop du point de vue d'un personnage dont on ignore à ce moment-là qu'elle a tout en tête. C'est ça le problème du film, en fait. C'est qu'il nous anticipe qu'elle vient d'ailleurs à la fin. Mais arrivé à la fin, tu te dis, ah d'accord, c'est pour ça, la clé, machin, elle savait quoi faire, elle savait comment récupérer le truc pour rétablir les satellites et tout. Ça va trop vite, ça aussi. Mais c'est pas si logique que ça, en fait, je trouve. Hein. Avec le recul, la fin... Ah ouais, je suis assez d'accord. La fin justifie les moyens. Mais du coup, c'est vrai que pendant 30-40 minutes sur le dernier acte, on souffle un peu parfois. On se fait un peu chier. Hein, c'est pas qu'on se fait chier, c'est que c'est super téléphoné, surtout. C'est pas très passionnant, en fait, une fois qu'on a les esclaves et tout. Ça aurait pu être beaucoup plus poussé, la vie de ces esclaves de Proximus et tout. Ah, c'est vrai. Mais c'est juste, vous voyez, ça, c'est le défaut d'une écriture d'un film qui en annonce d'autres. C'est juste des prétextes. C'est des prétextes pour arriver au bout et après, à l'orée des 2 films d'après, peut-être que beaucoup de gens reverront à la hausse celui-ci ou pas. Je ne sais pas. Et ça peut donner envie d'en voir d'autres. Ça peut donner envie d'en voir d'autres quand même. Hein. Voilà, on verra. Hein. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Sawyer. Hein. C'est une grosse bande-annonce, quoi. Sachant qu'il doit y avoir 9 films au total et qu'on est au 4e. Donc. Bah oui, puis on attend, à la fin, ça va péter en mode nucléaire, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y aura Zaius, tu vois, à la fin? Est-ce qu'il y aura, tu vois, Cornelius? Est-ce qu'ils vont nous foutre les tu sais, ça va être compliqué parce que là, on est en 2300 et tout. À l'époque de la Planète des singes de 68, c'est 3300. Donc, il faut que ça mais est-ce qu'ils vont pas nous foutre une deuxième ellipse Est-ce qu'ils vont pas nous foutre une deuxième ellipse à la fin de cette trilogie-là, tu vois? C'est probable. Et puis à la fin du 9e, il va y avoir bébé Zaius ou bébé Cornelius. Oh putain, l'enfer. Il y a des choses à développer sur la religion et tout. Aussi bien les textes sacrés et tout là qui sont présentés dans les films d'origine. Ça va être Noah qui les aura écrits, j'en suis sûr. Moi. C'est possible. Ah, c'est lui le nouveau César en fait. Voilà. C'est possible, effectivement. Mais écoutez, je pense qu'on a tous donné notre avis à l'emporte-pièce et en détail sur le royaume de la planète des singes. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On les lit tous et on y répond très souvent. Donc n'hésitez pas, on a hâte de débattre de ce film avec vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, partager le contenu si ça vous a plu. Et question prochaine vidéo, on va sûrement enregistrer sur le prochain film de Quentin Dupieux, Le Second Acte. Et aussi, je crois qu'on va faire Furiosa la semaine prochaine. Donc, Furiosa, c'est marrant, tu présentes, c'est comme dans Harry Potter là, Leviosa, Furiosa. Ouais, c'est ça, on dirait un peu. Ouais, ça va être beau, ça, tiens. Ça va être magnifique. Je le sortirai quand j'enregistrerai. Allez, mais en attendant, portez-vous bien.
Et bonne journée à tous. Ciao, ciao. 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 Salut.